Alors, Anne, tu nous as promis un sujet qui continue sur cette fibre disons, de dénonciation des paradoxes. Là, c'est encore plus subtil puisque tu parles d'agents insoupçonnés dans ton billet. Oui, tout à fait. Merci Marc. Bonsoir à tout le monde. C'est au risque d'être un peu à la limite du sujet ou au moins à la limite du titre de cette deuxième partie qui est consacrée aux conséquences des obligations conventionnelles au sein des États membres. Je voudrais quand même partager avec vous mes réflexions qui sont relatives à une obligation positive bien particulière et qui est susceptible d'avoir des effets dans l'ordre interne, des effets qu'on ne mesure peut-être pas encore aujourd'hui complètement. Il s'agit de l'obligation de pénalisation qui impose aux États de sanctionner pénalement certaines atteintes aux droits fondamentaux. Alors, c'est une intervention, je viens de le dire, mais qui a une visée essentiellement prospective, dans la mesure où les politiques répressives qui ont pu être adoptées au nom de la sécurité sanitaire dans les États membres pendant la durée de cette crise du Covid-19 pourraient trouver un soutien insoupçonné dans l'hypothèse du développement de cette obligation de pénalisation. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est cette obligation européenne de pénalisation? Aujourd'hui, au nom de la nécessité de dissuader par des dispositions répressives efficaces la commission de certains actes graves, un État membre du Conseil de l'Europe peut être considéré comme responsable d'une violation de la Convention européenne lorsqu'il ne répond pas pénalement à une atteinte alléguée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obligation de pénalisation qui fait peser sur les États une obligation de répression dans l'ordre interne de certains comportements. Ce sont les mêmes arguments des discours sécuritaires qu'on retrouve devant la Cour européenne des droits de l'homme au soutien de cette pénalisation européenne. Et notamment, on retrouve dans les arrêts l'idée de vertu pédagogique et dans une certaine mesure de vertu préventive du droit pénal. À l'égard de l'émergence de cette obligation européenne de pénalisation, on a un arrêt MC contre Bulgarie de 2003 qui marque un tournant de la jurisprudence européenne en consacrant explicitement cette obligation de pénalisation. C'est une obligation qui est complexe, elle comporte deux volets distincts. Son premier volet correspond à une exigence d'incrimination du comportement, mais incrimination en des termes suffisamment protecteurs des victimes. Et à ce titre-là, il arrive que la Cour européenne donne son avis sur la définition qui est donnée par un État à une infraction pénale par le biais de procédures efficaces, procédure pénale suffisamment efficace et aussi peine suffisamment sévère. Donc l'obligation de pénalisation, lorsqu'elle est identifiée, participe à une revalorisation du droit pénal comme vecteur de protection des droits fondamentaux et en particulier du droit à l'intégrité. Trois critères sont retenus pour justifier l'identification d'une obligation européenne de pénalisation. Le premier critère qui semble déterminant du champ de cette obligation, c'est celui de la valeur protégée par la disposition de la Convention européenne dont la violation est alléguée. Seuls les droits absolus ont pour l'heure donné lieu à l'identification de cette obligation. Donc, droit à la vie de l'article 2, prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants de l'article 3, ou encore prohibition du travail forcé. Ce sont ces droits absolus qui sont de nature à justifier l'intervention du législateur et du juge pour aboutir à une répression pénale effective des comportements qui leur portent atteinte. Donc, s'agissant de la crise du Covid-19, je vous renvoie simplement à ce qui a été dit par Colombine au début de cette émission et sur d'éventuels sur les terrains possibles de requêtes qui pourraient être introduites pour les menaces, en raison des menaces à la vie, des atteintes à la vie, de la mise en danger et éventuellement des atteintes à l'intégrité inhérentes aux défaillances de l'État dans sa réponse institutionnelle à cette crise. Le deuxième critère de l'obligation de pénalisation, c'est la gravité
du dommage subi. Et comme ça a pu être affirmé, plus le dommage est important, plus la marge d'appréciation de l'État se réduit et moins le droit est disponible pour la victime. S'agissant de dommages très graves à l'intégrité des personnes, il a été admis depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l'homme que les États avaient un rôle de régulation des relations interindividuelles, y compris par le droit pénal, indépendamment d'un éventuel consentement de la personne à la situation. Vous vous souvenez du fameux arrêt KA et AD contre France. Donc, en matière de maladie ou de séquelles graves ou de décès, il y aurait certainement, le critère du dommage serait certainement rempli. Le troisième critère qui est nécessaire à la reconnaissance de cette obligation, c'est la nature de l'atteinte. Et ça, c'est un élément qui est important, c'est la nature de l'atteinte. Cette atteinte au droit protégé doit être volontaire, qu'elle émane d'une autorité de l'État ou qu'elle émane d'un particulier. Donc, les violations qui résulteraient de comportements non intentionnels ne suffisent pas à imposer à l'État un recours à la voie pénale. Donc, dans l'arrêt, dans ce sens-là, dans l'arrêt Vaux contre France, la Cour européenne avait considéré comme suffisant des recours civils et administratifs pas imputables à un comportement intentionnel, mais seulement à une faute médicale. Alors, de ce point de vue-là, bien sûr, la caractérisation peut susciter des discussions, mais on constate, et c'est une évolution importante, on constate une évolution de la jurisprudence qui semblerait favorable, on pourrait d'ailleurs en discuter, un glissement de la jurisprudence qui tend à admettre que la violation délibérée d'une obligation de sécurité pourrait être assimilée à un comportement volontaire. Cette obligation européenne de pénalisation, à l'heure de l'émergence d'un droit à la sécurité, a quelque chose d'inédit qui mérite d'être surveillé. Pourtant, elle préoccupe assez peu la doctrine et je serais ravie d'avoir le sentiment des intervenants de ce soir sur la question. Car pour reprendre l'expression d'une collègue, privé du choix de ne pas punir, le législateur national se trouve ainsi contraint d'incriminer un comportement qui lui est désigné par un autre et un juge qui plus est. Donc, il peut être affirmé que dans ces arrêts, la Cour européenne opère un retournement du principe de subsidiarité qui impose aux États de réprimer certains comportements, là où classiquement, la Cour européenne impose des limites à la répression. L'extension du champ de l'obligation européenne de pénalisation pourrait participer à un mouvement général de renforcement de la répression pénale au nom d'un insaisissable droit à la sécurité et de la promotion d'un non moins insaisissable droit pénal du danger. Certains des juges de la Cour européenne se demandent eux-mêmes si, en affirmant comme un postulat l'effet dissuasif de sanctions pénales plus lourdes, la Cour ne risque pas de créer ou d'entretenir une illusion. Et finalement, comme l'affirme très clairement Françoise Tulkens, cette réactivation de la foi dans la valeur dissuasive du droit pénal en matière de droits de l'homme ne peut que laisser perplexe. Merci beaucoup Anne pour cette intervention et ce billet qui se conclut de manière assez palpitante. Ça laisse un brin de suspense sur ce qu'on pourrait trouver à dire pour enchaîner. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait eu l'occasion d'échanger avec Françoise Tulkens à l'occasion d'un séminaire que tu avais organisé, un des premiers, sur des questions pénitentiaires pour lesquelles elle faisait part de sa riche expérience.